sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres, suspendus au timbre d'une voix, intrigués ou émus par une histoire. Jusqu'à 1 heure, Paul et Assiba vous accueillent avec chaleur au 39 21. Et si un témoignage fait écho à votre histoire, je vous invite à appeler le 39 21, standard d'Europe 1, pour dialoguer avec nous à l'antenne. Vous avez également les mails à votre disposition, europe1.fr, et les SMS qui s'affichent sur mon écran grâce à l'aide technique de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Alors vous commencez le message avec le mot nuit, puis vous tapez votre message et vous envoyez le tout au 7 39 21. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors moi je vous appelle pour je sais pas si on peut appeler ça une petite chose, voilà. Alors, on va essayer de dévoiler tout. Oui. Voilà. Je suis non-voyant. Oui. Voilà. Et j'ai fait la rencontre d'une femme au mois de juin qui est donc, on va dire, voyante. Oui. Et on s'est connus par des réseaux téléphoniques. Donc tout se passait très bien, on a échangé des photos. Donc moi je lui ai envoyé une photo de moi et elle m'a envoyé une photo d'elle, mais un petit peu plus tard parce qu'elle avait un problème avec son téléphone. Et donc on a passé des soirs au téléphone, on s'est parlé, on s'est dit beaucoup de choses sur l'un et l'autre. Et alors la photo, pardonnez-moi, mais la photo, c'est là que vous l'avez montrée à quelqu'un alors ? La photo que je lui ai envoyée ? Oui, la photo elle vous a envoyée ? Oui, oui, quand je l'ai reçue, oui, j'ai mon fils qui est voyant. D'accord, oui. Voilà, et oui, c'est ça, vous devez... oui, pour ces choses-là, je suis obligé de passer par votre fils, et oui. Voilà, par mon fils, oui. Oui. Et oui. Mais parce que c'est important, parce que finalement, c'est votre fils qui vous donne son avis sur... non, il donne pas son avis. Il vous l'a décrit, d'accord. Non, même pas, non. Qu'est-ce qu'il fait alors, justement ? Quand je reçois la photo, j'ai fait la connaissance d'une femme, elle est comme ça. Quand je reçois la photo, il me fait, oui papa, elle est comme ça. Voilà, et ça reste là. D'accord. Voilà, il me dit pas si elle est jolie, si ou quoi que ce soit. Et oui, pour ne pas vous influencer, Non, pas du tout. Vous cherchez à savoir si c'est conforme, entre guillemets, si ça correspond à la description qu'elle vous a fait d'elle. D'accord, je comprends mieux. Là, c'est ce qui s'était passé. Donc, j'ai reçu une première photo une dizaine de jours après parce que son téléphone avait un petit problème. Donc, quand j'ai reçu la photo, je lui dis, si, t'es comme sur la photo, voilà. Donc, je fais confiance en toi. Mais je dis, ce qui serait bien, c'est que si tu pouvais avoir une photo un peu plus près, parce qu'elle était assez loin la photo. Elle m'a dit pas de problème. Elle m'a dit, je prendrai une photo, puis je te l'enverrai pareil. Donc, la deuxième photo est arrivée quelques jours après. Donc, presque au bout des 15 jours déjà qu'on se connaissait. Et puis, donc, mon fils, il a regardé, il fait non, papa, toujours pareil. ça n'a pas changé. Et je l'ai envoyé à ma belle-fille parce qu'elle voulait, ma future belle-fille voulait la voir aussi. Donc, pareil, je lui ai envoyé par le téléphone, tout. Et puis, le soir, elle me rappelle, elle me fait, t'as vu, il y a un petit problème. Je dis non, tu sais, la photo, je peux pas la voir. Et donc, elle m'a dit, sur le visage, sur une partie du visage, une cicatrice, elle est brûlée, il y a quelque chose. Je dis, c'est pas grave. Je dis, la personne, c'était pas le physique, moi, c'est ce qu'il y avait dans la personne, tout ce qu'on avait au dialogue, tout passait très bien, donc ça me plaisait. Et puis, le soir, je l'ai eu au téléphone, donc la dame, et puis, je lui en ai parlé comme ça. J'aurais jamais dû lui en parler. Elle s'est mise en colère. Oui. Je sais pas pourquoi. Je dis, c'est pas grave. Je te demande si c'est peut-être un défaut sur la photo. Peut-être aussi, ça pourrait arriver, on sait jamais. Alors, elle a commencé à rouspéter, puis elle dit, vous prenez les photos, vous les dépiotez, vous prenez une loupe pour voir les défauts des gens. Je dis, non, tu sais, si tu regardes bien ma photo à moi, comme j'ai eu un accident de voiture, j'ai 2 cicatrices sur le visage, et puis je te l'ai dit que j'en avais, donc tu connais mon handicap, donc j'avais rien à cacher. Et puis le problème maintenant, c'est que moi je suis accro de cette personne.
Oui, mais elle a pris ses distances, voilà. C'est-à-dire qu'elle ne répond plus à vos messages? Je lui envoie des textos, vous voyez, donc ça faisait quelques semaines que je n'avais pas eu au téléphone. L'autre jour, je lui ai envoyé un petit texto pour lui expliquer un petit problème qui s'est passé dans ma famille. Elle m'a téléphoné. On a parlé pendant 30 minutes au téléphone, tout. Et j'ai fait, ce serait bien qu'on puisse se rencontrer. Oui. Pas pour l'instant, vous voyez, je sais pas. Elle retarde certainement ce moment qu'elle redoute. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas envie, voilà. Mais ça lui fait peur parce que, vous voyez, quand vous avez parlé de peut-être éventuellement un défaut sur la photo, ce mot défaut, en fait, c'est quelque chose qu'elle aurait sur le visage, semble-t-il. Oui. À votre mère d'une autre, quand la photo, vous l'agrandissez sur l'ordinateur, on le voit que c'est pas un défaut de photo, ça fait un petit peu comme on pourrait dire, je sais pas, comment ça s'appelle, qu'on a un petit problème à la lèvre supérieure. Un bec de lièvre. Un bec de lièvre. D'accord. Oui. Ça ressemblerait à ça, je dis bien. Oui, d'accord. Voilà. Oui. De ce qu'on m'a expliqué, attention, parce que... Oui. Ce qui peut expliquer la réaction de colère, c'est-à-dire qu'en fait montre qu'elle a été très blessée. C'est-à-dire elle a été blessée, donc finalement, quand on est parfois meurtri, on peut avoir comme ça soit on se renferme, soit on a une réaction de colère, parce que ça ne doit pas être la première fois qu'on aborde l'apparence. C'est intéressant parce que vous-même, évidemment, la question du regard qu'on porte sur vous, même si justement vous êtes aveugle. Je ne sais pas si vous êtes aveugle de naissance ou suite à une maladie ou un accident. Je ne suis pas aveugle, Caroline. Je suis non-voyant. Vous êtes non-voyant, pardonnez-moi. Vous êtes non-voyant. C'est vrai qu'il y a une différence en plus. Oui, et essentielle. Non, la différence, elle n'est pas, c'est juste le mot qui change. Vous n'aimez pas qu'on dise... parce que oui, sinon on dit malvoyant. Vous ne voulez pas qu'on dise aveugle? Non, je trouve c'est mieux de dire non-voyant. D'accord. Aveugle, je trouve que c'est agressif. Et malvoyant, pour moi, c'est des personnes qui vous voient encore. C'est vrai, vous avez raison. Oui, du coup, je me suis moi-même... quand vous m'avez rectifié, et vous avez raison si, vous voyez, ça, vous n'aimez pas, vous, le terme, du coup, je me suis dit, j'avais pas noté que vous étiez peut-être malvoyant. Mais non, c'est que vous n'aimez pas le terme aveugle, vous préférez qu'on dise non-voyant. Voilà, non-voyant. Bon. Voilà. Vous voyez... Donc, vous, c'est important pour vous que on dise non-voyant. Cette dame, vous avez fait votre belle-fille, votre future belle-fille, vous dit il y a un petit truc sur la photo, je sais pas, il y a quelque chose qui paraît problématique. Vous agrandissez la photo et là, vous voyez, vous dites un défaut. Vous lui dites il y a un défaut, est-ce que c'est sur la photo ou non? C'est agressif aussi. Elle. Si c'est quelque chose qu'elle a sur le visage, vous ne savez pas à quoi c'est lié, si c'est quelque chose de naissance, si c'est lié à un accident, ce qui s'est passé. C'est une blessure, et une blessure pas seulement au sens propre, mais au figuré, une blessure narcissique. C'est quelque chose qui porte atteinte à l'image qu'on a de soi, à l'estime de soi-même. Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi je me souviens, je ne sais pas pourquoi ça m'était ancré, mais de la réflexion quand j'étais en cours étudiante en psychologie, peut-être parce qu'à un moment on avait abordé autour d'un cas clinique de quelqu'un qui avait un problème comme ça de handicap et qui pourtant était visible et qui avait dit tant qu'une personne, si un jour vous avez en consultation quelqu'un qui présente un handicap, même si il est très apparent, vous ne l'abordez pas tant que la personne ne l'aborde pas. Parce que si la personne ne l'aborde pas, ça veut dire que c'est quelque chose qui est peut-être trop douloureux, trop difficile pour elle. Il faut toujours attendre que ça vienne de la personne. Donc, et ça, c'est vraiment, ça m'est resté en tête parce que parfois on se dit, c'est étrange puisque de toute façon, c'est quelque chose qu'immédiatement on voit, c'est visible. Il y a des handicaps qui ne se voient pas et il y en a d'autres, on ne peut pas ne pas les voir. Et pourtant, la personne n'en parle pas et même, parce qu'elle n'en parle pas dans sa vie courante, dans sa vie de tous les jours, c'est une chose. On peut comprendre qu'elle n'ait pas envie d'être sans arrêt renvoyée au fait qu'elle a un handicap. Mais en consultation, on parle de soi, de son rapport à soi-même. Parfois, des personnes ne peuvent pas en parler, en tout cas avant un long moment. Donc là, il y a eu quelque chose qui, certainement, vous sentez dans la distance, elle a été meurtrie.
Et vous, c'est intéressant parce que vous dites que cette femme, elle vous plaît, vous avez établi une complicité avec elle. Alors peut-être qu'il faudrait en parler en disant que aborder le fait que vous n'avez pas voulu la blesser et qu'elle vous plaît. Ah bah, je voulais pas la blesser. Je sais bien que vous ne vouliez pas la blesser. Ah non, du tout. Je sais bien que c'était pas du tout votre intention. Ah non, ça c'était loin. Mais il y a une chose qui me fait mal, c'est que, bon, je dis pas qu'elle m'a menti, hein, mais c'est pas envers Daniel, c'est envers, comme on n'a pas parlé peut-être comme vous dites, mais c'est plutôt envers mon handicap que ça... C'est pas envers mon cœur, en fait, c'est envers mon handicap de me cacher ça, parce que, de toute manière, c'est vrai que si j'avais personne de voyant autour de moi, oui. Jamais je m'en serais peut-être aperçu. Vous pensez réellement, parce que vous êtes, vous la, en touchant son visage, en caressant son visage, vous auriez pu vous en apercevoir. Bah, c'est ce qu'un docteur m'a dit. Peut-être que vous l'auriez découvert avec vos mains, ça aurait peut-être. Et c'est différent. Voilà. C'est différent parce qu'à ce moment-là, vous auriez créé une intimité. Oui. Et donc le regard, malheureusement, vous le savez, est cruel et impitoyable. Il peut y avoir quelque chose sur le regard qu'on peut porter sur vous, sur une personne qui présente un handicap aussi. Et bon, et donc là, peut-être elle se disait, par ce moyen-là, il y a quelque chose d'une relation, d'une intimité où vous apprenez à vous aimer, à vous connaître, mais effectivement, déjà, si vous touchez son visage, il y a déjà un lien, une grande proximité. Oui. Et puis, de toute façon, vous pensez quand même, elle imagine bien que vous n'êtes pas entouré que de non-voyants. Ah non, parce que j'ai quelques amis seulement, c'est tout. Bah évidemment. Un non-voyant qui serait entouré que de non-voyants, ça serait quand même étrange. Il vit dans un monde, vous voyez, il y a des personnes autour de lui qui pourraient lui dire, qui pourraient lui renvoyer d'ailleurs de façon assez directe, dire donc elle savait qu'elle prenait un risque d'être peut-être rejetée, pas par vous, mais quelqu'un de votre entourage le dise de façon, voyez, vous le rapporte. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a eu là, avec cette histoire de photos agrandie, vous voyez, le fait est de dire maintenant, on met l'accent sur, en plus le côté défaut, c'est quelque chose qui la complexe. Et je pense que c'est pas contre vous. C'est bien ce que vous dites, c'est pas contre vous qu'elle a menti, c'est quelque chose certainement qui est douloureux et difficile pour elle et qui la complexe. Oui, ça c'est... Vous voyez, c'est pas qu'elle voulait vous cacher à tout prix quelque chose, mais c'est quelque chose qui est certainement très difficile à vivre pour elle, qu'elle a du mal à assumer. Et elle vous en aurait peut-être parlé après, au moment de la rencontre. Mais après tout, là, ce qui comptait pour elle, c'est que... quand on se présente, elle envoie une photo, d'ailleurs, vous l'avez vu, elle était un peu de loin. Bon, elle cherchait à donner la meilleure image d'elle-même. Mais qu'est-ce qu'on fait dans une relation amoureuse quand on se rencontre dans la réalité? On cherche aussi à donner la meilleure image de soi. D'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire on soigne son apparence, on n'y va pas complètement dépenaillé, même si vous voulez, on essaie d'éviter de mettre en avant ses défauts, mais plutôt ses qualités. Enfin, on fait en sorte de donner, oui, le meilleur aspect de sa personnalité. Alors, justement, si elle est sur Internet, c'est peut-être pas un hasard aussi, cette dame. Vous voyez, peut-être que justement, dans la vie, dans les rencontres comme ça en direct, elle a été violemment... on a pu la renvoyer durement à ce côté-là, à cette apparence. Et en même temps, Internet montre aussi que ça peut être cruel parce que parfois, on demande une description. Et qu'est-ce qu'elle allait mettre dans sa description? Se décrire, je suis brune, je suis blonde avec des yeux bleus, marron ou verts, et j'ai une cicatrice sur la joue. Enfin, c'est pas une bête de foire. Bah oui. On se présente pas comme ça quand même. Non, on parle pas de ces cicatrices qu'on a, on en a tous dans le cœur, dans l'âme. On va exposer les cicatrices, on les voit. Alors vous, effectivement, vous les voyez pas parce que vous êtes non-voyant, mais quelqu'un vous en aurait parlé. On met pas ça quand on se présente sur un site, en tout cas.
C'est rare qu'on dise j'ai été déjà blessé parce que moralement, et en plus on va pas dire j'ai des cicatrices sur le corps ou sur le visage. Mais quand la première fois qu'on s'est rencontrés, moi je lui ai dit que j'étais non-voyant tout de suite. Hein. Je n'ai pas cherché midi 14. Oui, mais c'est différent. Parce que ça implique tout un... Dans votre... c'est au-delà de l'apparence, être non-voyant. Oui. C'est votre relation au monde qui... Vous voyez, qui... là, on pourrait dire, c'est pas seulement du niveau de l'apparence physique, être non-voyant. Ça modifie votre rapport quand même au monde, sur un mode relationnel. Là, c'est quelque chose sur l'apparence physique. Oui. Est-ce qu'on va dire, je sais pas, enfin, je sais pas si on peut mettre sur un même niveau. Est-ce qu'on décrit tout ce qu'on a je vous dis, on essaie de se mettre en valeur, mais vous, ça n'enlève rien au fait que, je ne sais pas si vous aviez eu un accident, vous aviez eu, si elle avait eu, mettons, cette cicatrice sur le corps, est-ce que vous lui en auriez voulu de la même façon si elle vous avait pas dit, j'ai une cicatrice à la jambe droite? Oh non. Non. Alors là, c'est parce que ça porte sur le visage et c'est aussi ce qui est exposé, ce qui se voit. Mais qui peut éventuellement altérer ce qu'on dit être sa beauté. Oui, mais c'est vous être non-voyant, ça altère pas votre beauté, votre apparence. C'est plus après ça peut vous compliquer l'existence, évidemment. Et quand je l'ai rencontré au téléphone, quand je parlais avec eux au téléphone au tout début, on se décrit l'un et l'autre, on s'est décrit. Puis je lui ai dit que j'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs. Quand je dis long, je les avais à la moitié du dos. Oui. Et puis elle fait c'est bizarre, elle dit à ton âge tout ça. Je dis oui, je les entretiens tout. Oui. Puis elle fait puis elle fait tu serais peut-être mieux avec les cheveux courts. Je dis je sais pas. Puis un jour je crois que ça devait être le 5 juillet. Comme j'ai ma belle-fille qui est coiffeuse, je dis tu me fais une belle coupe courte bientôt. Et j'ai coupé les cheveux, je me suis coupé les cheveux, donc j'ai enlevé 30 cm de cheveux. Je lui ai envoyé une photo et là elle m'a fait là t'es beaucoup plus beau. Voilà. Je l'ai fait parce que pour elle. Vous aviez envie de lui plaire. Ah oui. Je l'ai fait pour elle. Mais comme elle a envie de vous plaire certainement. Et donc comme elle a envie de vous plaire, elle n'envoie pas une photo avec effectivement un gros plan d'elle, oui. Parce que sur le gros plan, peut-être qu'effectivement la personne en plus, votre fils ou quelqu'un de votre entourage, n'aurait vu que cela. Parce qu'une photo c'est terrible, c'est redoutable une photo. Ah oui, c'est-à-dire que sur une photo, effectivement, on peut voir pour le coup tous les défauts. Parce qu'on va la scruter. C'est la première en plus. Là, votre fils vous aurait dit voilà ce que je vois, et ça aurait pu vraiment le frapper terriblement. Alors que quand on voit la personne en mouvement, on voit, vous auriez vu son visage, on vous aurait décrit son visage, sa silhouette, vous auriez pu la sentir. Après, si en parlant avec elle, après si vous étiez devenu proche, vous l'enlacez, donc vous tombez sous le charme, ma foi, d'une personne, et même d'une personne, j'ai envie de dire, qui peut avoir une cicatrice. C'est ce qu'on dit, on aime au départ, évidemment, on va pas rechercher quelqu'un en disant je recherche des cicatrices, ça serait curieux, mais après, cette personne-là, vous l'aimez, et y compris avec une cicatrice, avec, je sais pas moi, des oreilles décollées, avec un nez trop long, c'est cette personne-là que vous aimez. Oui, alors qu'une photo, c'est tout d'un coup, on met la loupe sur ce qui... Il n'y a pas... Enfin, comment dire, il n'y a pas de vie, il y a quelque chose de... C'est figé, en tout cas. Oui. Alors, il y a Margaret qui n'est pas de mon avis, mais qui dit elle aurait dû avoir l'honnêteté de vous le dire, sachant que vous ne pouviez pas la voir, vous aime-t-elle vraiment? Moi, je crois que je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense que c'est pas contre vous, mais c'est parce ça la complexe. Et puis, quand elle dit vous aime-t-elle vraiment, je crois que je pense qu'elle doit avoir peur de vous déplaire et peur du rejet. Et parce qu'elle a dû rencontrer du rejet. On sait à quel point on est dans un monde où l'apparence compte beaucoup. Enfin, on sait que dans des entretiens de recrutement, quelqu'un qui est beau va être plus de chance que quelqu'un qui ne l'est pas.
Bon, enfin, c'est cruel, mais c'est comme ça. Donc, vous avez, il y a un courant qui est passé entre vous deux, et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle repousse ce moment. Surtout que bon, si elle est complexée, vous voyez, le coup de défaut sur la photo, elle a pris en pleine poire, genre défaut sur le visage, quoi. Oui, là, comme je dis, mais vous n'avez pas voulu le faire. Mais je crois qu'il faudrait peut-être en parler avec elle en disant, je sens bien qu'il y a une distance qui s'est instaurée entre nous. J'en suis malheureux parce que je n'ai pas voulu te blesser. C'est vrai que la photo, c'est pas ce qui compte. Moi, je me sens très attachée à vous ou à toi. Je ne sais pas si vous voyez ou vous tutoyez. Mais lui parler de ce que vous ressentez finalement cette distance et qu'elle vous rend malheureux, parce que vous n'avez pas voulu la blesser, que vous, chacun finalement, je vais dire un mot qui est fort, chacun a ses infirmités. Oui. Il y en a qui sont visibles et il y en a qui sont non visibles. Vous savez, celles qui sont non visibles, parfois il faut se les traîner aussi. Mais on a tous nos infirmités. Et c'est pour ça. Et c'est aussi parfois ce qui nous rend attachants. Oui. Ouais, c'est pour ça que c'est vrai que je veux pas dire que je ne vois pas elle, mais si vous pouvez le dire. J'arrive pas à essayer de lier une autre relation avec quelqu'un d'autre. Je pense à elle, donc je me dis c'est pas la peine que j'aille ouvrir mon cœur à quelqu'un d'autre. Bah dites-lui ça. Ah oui, non, mais c'est vrai, hein, c'est impossible. Vous voyez, aujourd'hui, je lui ai envoyé un texto parce que comme il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma famille, je l'ai mis au courant de ce qui s'est passé, je lui ai donné des nouvelles. Bah, je pensais qu'elle allait m'envoyer un texto, me donner un petit coup de téléphone, mais elle ne me l'a pas donné. Voilà. Oui, elle vous manque. Ah oui, ça je le dis franchement, oui. Oui. Mais il faut lui dire que pas un instant... elle occupe votre esprit à tel point que vous n'envisagez pas d'aller encore sur d'autres réseaux parler à d'autres personnes. Vous avez vraiment envie de la connaître davantage et que vous sentez bien, qu'il y a une distance qui s'est mise en place, que si vous l'avez blessée, vous le regrettez parce que elle vous plaît dans ce qu'elle est, et c'est vrai que vous étant non-voyant, vous êtes tributaire des autres par rapport à cet échange de photos. D'ailleurs, elle a dû se dire bon, et finalement c'était pas vous qui parliez, puisque vous ne la connaissez pas la photo. Et ce que vous aimez, c'est ce qui se dégage d'elle, de sa personnalité, et que certainement dans ça. Vous la trouvez très belle. Peut-être qu'elle a besoin aussi d'entendre des choses comme ça. Parce que finalement, c'était pas vos mots. Vous ne l'avez pas vue, vous ne la voyez pas. Vous voyez d'elle. Ce que j'ai entendu d'elle. Eh oui. Et qui vous plaît terriblement. Et pourtant, combien de fois je lui dis. L'essentiel est invisible avec les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Hein. Ah oui, ça. Bah oui. Pour le coup, ça s'applique bien. C'est notre petit avantage, je trouve. Voilà, parce qu'on ne regarde pas la personne parce qu'elle est belle. Voilà. On la regarde parce que on regarde son cœur. Voilà. Alors, quelques messages pour conclure. Milly qui dit « Je sais que j'ai une cicatrice sur le front et pourtant je ne la vois pas. » Voilà, c'est formidable. Parfois, on l'a intégré, ça fait partie de nous, d'un visage, on ne le voit plus. First Lisa qui dit... en plus, il y a des gens qui ne sont pas photogéniques. Et puis, les petits défauts, font partie aussi du charme. C'est ce que dit Sergio qui dit... Moi, je trouve que le charme prime sur la beauté. L'homme à la tête de chou en est la preuve. Quel grand séducteur. Oui, il y avait toute une émission magnifique consacrée hier à Serge Gainsbourg. Il y a Brigitte qui dit, eh bien, dites-moi, Daniel, vous avez beaucoup de choses à lui dire. Allez vers elle, parlez-lui. Elle n'attend sans doute que cela. Moi, je pense. Il faut maintenant lui dire vraiment, lui ouvrir votre cœur et lui dire ce que vous ressentez. Allez-y. Voilà. Je sais ce que je vais faire tout à l'heure. Faites-le sans tarder. Au revoir, Daniel. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis donnez-nous des nouvelles. Ah, vous inquiétez pas. Même si je ne vous vois pas, Caroline, je sais que vous êtes très jolie. Écoutez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Bonne Daniel. soirée. Au revoir. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'écouter et Je vous en prie. Hein. saluer aussi tous les autres auditeurs, les perdus de la nuit. Oh, ils sont pas tous perdus, hein. Ils sont pas tous perdus. Non, Je non, l'espère non, pour eux. non. Mais voilà. Vous vous sentez un peu perdu en ce moment? Oui. 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 Qu'est-ce Très qui se clairement. passe? Ben voilà, il y a quelques semaines, j'ai assisté à une soirée comme souvent le week-end. Oui. Et bon, pour une fois, ma compagne ne m'avait pas accompagné, elle préférait aller dans sa famille. Et voilà, j'ai passé la soirée, était très agréable. Et voilà, j'ai discuté avec mon voisin de table, ce qui était tout à fait logique, mais voilà, j'ai ressenti quelque chose qui, pour moi, était inconnu pour un homme. Et, Oui. Du désir? Un trouble? Qu'est-ce qui se passe? Plutôt un trouble, oui. Plutôt un trouble que véritablement un désir physique, encore qu'il soit vraiment très beau garçon. J'ai toujours apprécié l'esthétisme et c'est vrai qu'il est plutôt beau garçon, mais Oui. Mais j'ai ressenti un trouble très particulier et lui-même n'y était pas insensible et c'est ce qui m'a perturbé. Oui. Certainement, oui, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. J'ai senti répondant de sa part, si vous voulez. Quoi. Et c'est particulièrement perturbant pour moi parce que je n'ai jamais ressenti ça. En tout cas pour un homme. Oui, donc, ça vous déstabilise un peu. Oui. Mais c'était là que vous étiez dans un échange, vous qualifierez, il y a eu un jeu de séduction entre vous, comme vous auriez pu l'avoir avec une femme ce soir-là? Mais absolument pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti. Peut-être que lui a eu l'intention de me séduire. Je n'en sais rien. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ce que j'ai essayé de vous demander? Est-ce que lui était, selon vous, vous n'avez pas parlé davantage de vous dans une intimité, c'est-à-dire est-ce que lui était clairement dans un jeu de séduction avec vous, qui aurait pu induire? Je pourrais pas dire qu'il était véritablement dans un jeu de séduction. On a beaucoup parlé de beaucoup de choses sur des thèmes, sur les thèmes très variés, sur la culture générale, même sur de la politique. Vous voyez, ce qui est quand même pas vraiment très sexy, érotogène. Hein. Donc, mais voilà, j'ai ressenti quelque chose. J'ai senti un feeling, et d'ailleurs j'ai parlé plusieurs heures d'affilée avec lui. Oui, vous étiez bien avec lui. Oui, véritablement, oui. Il y avait comme une communion d'esprit, on pourrait dire. Je parlais, on se comprenait, etc. Il avait le même âge que vous, à peu près? Non, il est beaucoup plus jeune que moi, puisque moi je vais avoir bientôt 30 ans, et lui va en avoir 22 seulement. D'accord, oui. Donc il est encore étudiant, mais on a vraiment trouvé j'ai trouvé une maturité chez lui que j'ai vraiment appréciée. Ça, quelle qu'elle soit, mais il y a beaucoup d'autres personnes dans mon entourage que j'apprécie dans leur conversation et dans leur savoir et dans leur connaissance, sans pour autant presque les désirer, on va dire. Oui. C'est un peu gênant à dire. Non, mais vous savez, le désir, c'est quelque chose de justement sur lequel on n'a pas de prise, et on peut être à un moment
il peut se passer quelque chose de particulier avec cette personne-là. C'est jamais quelque chose de clairement figé. Alors je comprends votre trouble d'en parler, puisque dans ce que vous nous dites, c'est que jusque-là votre désir se portait toujours vers des femmes. Vous êtes avec une compagne, et là il y a l'irruption d'un trouble, d'un désir pour ce jeune homme. Bon, mais d'un trouble, un désir homosexuel. J'ai pas peur du terme, mais j'ai peur de ce que ça induit chez moi. Est-ce que je me suis menti? Non, pas forcément. Pourquoi? Est-ce que j'avais des désirs depuis des années et que je les ai enfouis, ou j'en sais rien. Et là, mais on a tous, Freud le disait, une bisexualité psychique. C'est-à-dire un côté, ce qu'on dit, Jung en parlait aussi, avec le côté masculin et féminin en nous. Ça ne veut pas dire, pour autant, que après on le traduit dans des actes. C'est-à-dire, voyez, qu'on va avoir des relations sexuelles avec une personne de notre sexe. Bon, alors après, parfois certains, vont franchir le cap avec cette personne-là, mais ça remet pas fondamentalement en question ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ça veut pas dire que jusque-là vous vous êtes leurré, dupé, trompé sur vous-même, parce que le désir que vous éprouvez pour des femmes, vous l'avez bien éprouvé. Mais bien sûr, bon. Bien sûr. À 100%, du moins j'ai fait du mieux que je pouvais. Je sais pas si toutes ont été satisfaites à ce niveau-là, mais en tout cas, non, j'ai toujours aimé les femmes. Et vous avez avec elle vous éprouvez du désir et du plaisir avec elle. Bien sûr. Oui. Oui. Mais voyez, je reçois un SMS de Brigitte qui dit que ce qui vous tourmente, c'est la suite, ou bien c'est d'avoir éprouvé cela, ce qui, après tout, peut être banal et ponctuel. Alors, j'entends bien le propos de Brigitte, et justement, c'est aussi effectivement ce qui m'inquiète, c'est est-ce que ça va passer dans les jours qui viennent? Parce que maintenant, ça fait quand même plusieurs semaines. Passer, c'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait passer? Vous repensez à cet homme? Ou à la situation que j'ai revu et que je vais revoir régulièrement, parce que... Pourquoi? Parce qu'il entre dans mon cadre professionnel aussi. Du coup, puisque moi, ce jour-là, j'avais dans mon entreprise, j'avais plusieurs places à pourvoir, et je lui ai dit de me contacter pour qu'il me transmette son CV, etc. Donc, il a fait, effectivement, il a un certain nombre de compétences qui rentrent dans le cadre de ce que je recherche. Et bon, vous allez le recruter? Mais ça me fait hésiter. Je comprends. À le recruter. Oui, je comprends. C'est dommage pour celui, mais c'est injuste pour lui. Oui. Parce que en attendant, il a toujours pas de travail, et que moi j'en ai un qui correspond à ses compétences. Et d'un autre côté, je sais pas. Enfin. Il savait que vous étiez en position donc de pouvoir le recruter, ce jeune homme. C'est au cours de la soirée que notre ami commun le lui a signalé. D'accord. Il lui a dit, écoute, tiens, si t'as un CV sur toi, donne-lui, parce que il recherche du monde en ce moment. Donc, bon. Et on est dans une situation actuelle où effectivement, tout les chômeurs que je connais se baladent avec des CV sur eux au cas où. Bon. Ça se comprend, oui. On dégaine plus facilement un CV qu'une carte de visite. Ou une carte bancaire à plus forte raison. Mais voilà, donc il m'a donné son CV, et effectivement, il a passé des entretiens avec mes collaborateurs. Oui, mais alors là, c'est vrai que vous allez jouer avec le feu. Parce que ça vous trouble, ça vous perturbe, et vous vous mettriez en position de recruter ce jeune homme.
Donc en plus hiérarchiquement Hiérarchiquement, ça poserait des problèmes. Oui. Et c'est en plus dans le travail, et puis en plus vous, ça vous perturbe. Mais est-ce que, Sergio dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que aussi dans votre couple, parce que vous parlez de votre compagne. Oui. Comment vous êtes en couple depuis longtemps? Nous sommes en couple depuis 5 ans. D'accord. Alors est-ce qu'il dit ça tourne un peu en rond? Vous vous ennuyez ou... Non. Oui, pour le quotidien habituel, mais non, on essaye, on se surprend l'un à l'autre régulièrement et avec des petits, entre guillemets, des petits délires, excusez-moi du terme. On n'est pas coincé dans un carcan d'emploi du temps, etc. Donc oui, mais de toute façon, il est clair que votre compagne ne peut pas vous apporter ce que vous apporterait un homme. Mais est-ce que vous avez eu, par exemple, vous n'avez jamais ressenti cela, du trouble, sans aller jusqu'au désir pour un garçon plus jeune? Jamais. Non, jamais. Non, jamais. Même du temps où je faisais du football, du scoutisme, etc. Donc, même le scoutisme, où on est parfois de longues périodes sans voir de jeunes filles. Oui. Et où des expériences sexuelles peuvent se créer. Bon, ça arrive. Oui. Mais non, c'était jamais arrivé jusque-là. Quel autre sentiment, quelles autres émotions vous avez éprouvées en présence de ce garçon? Très sincèrement, déjà de l'envie. De l'envie. Qu'est-ce que vous enviez chez lui? Déjà sa jeunesse. D'accord. Son innocence, sa fraîcheur. Sa fraîcheur. Il arrive il a un regard très, je vais pas dire candide parce qu'il est plutôt pointu au contraire, mais très frais, avec des idées. Il y a tout un tas de choses qui me rappellent. Alors, je vais pas dire moi quand j'étais jeune, parce que. Oui, mais si. Personnellement, je suis un homme de couleur, donc fatalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent pas me rappeler mon passé, parce que lui est comment dire. Je ne sais plus le terme qu'on utilise, mais un Eurasien typique. Voilà. Oui, mais enfin lui aussi, si vous voulez, il est, voyez, vous êtes un homme de couleur, lui il est eurasien. Il y a quand même, il peut y avoir une similitude dans le fait que vous avez tous deux des origines lointaines, différentes dans ce pays qu'est la France. Enfin, même si vous êtes français tous les deux. Oui, bien sûr, lui. Il peut y avoir une similitude. Mais est-ce que c'est pas aussi, vous dites de l'envie, c'est intéressant parce que ce garçon, peut-être aussi dans le, qui semblait bien que jeune, très mature, avec beaucoup d'assurance pour un jeune homme de 22 ans, est-ce que vous étiez comme ça, vous, à 22 ans, ou est-ce que c'est celui que vous auriez aimé être, ou même encore aujourd'hui? Parce qu'après tout, vous n'avez que 30 ans. Oui, je n'ai que 30 ans, mais c'est vrai que quand on a 30 ans, un jeune homme de 22 ans, on a il fait très jeune. Que 2 tiers de son âge. Je suis d'accord avec vous, oui, voilà. C'est une différence, oui. C'est vrai que c'est à chaque fois on prend quelqu'un qui a seulement 2 tiers de son âge, on en arrive vite à des extrémités, mais non, moi à son âge j'étais au contraire, j'aime bien son assurance. Son assurance, j'ai l'impression. Parce que moi j'étais très arrogant, par protection, pour écarter un peu les gens de moi. J'étais monstrueusement arrogant, donc j'étais très hautain et très arrogant. Lui ne l'est pas, il a une facilité de contact très rapide. D'ailleurs, c'est lui qui est venu vers moi. Parce que il était assis à côté de moi et jamais j'aurais... Enfin, je veux dire, c'est vraiment le hasard du plan de table qui a fait que il s'est retrouvé assis à côté de moi. Donc... Bon, mais après tout, qu'est-ce que... Le problème, c'est la suite, si problème il y a, que vous comptez donner.
C'est-à-dire rentrer dans, c'est semble-t-il ce qui vous perturbe, c'est après vous pourriez avoir un lien professionnel et être celui qui recrute ce jeune homme. Voilà, là, ça risque de compliquer les choses, et surtout étant donné que vous seriez amené, si j'ai bien compris, à travailler avec lui. Et donc, alors soit effectivement ce trouble, enfin ce désir que vous ressentez, souvent, soit c'est quand on l'assouvit que ça passe. Sinon, le fait d'être justement dans un interdit rend le désir d'autant plus fort. Si vous vous interdisez toute relation avec lui, ça ne peut faire que décupler votre désir. Donc c'est là où je dis, vous allez vous mettre dans une situation très compliquée. Parce que doublement interdit, parce que vous vous dites, ah non, je peux pas, d'habitude, moi je suis attirée par les femmes, et là c'est un homme, et en plus c'est un homme que j'ai recruté, c'est dans le cadre de mon travail, vous voyez. Mais ça ne peut faire que décupler votre désir, tous ces interdits. Oui, bon, alors c'est pour ça, est-ce que vous allez au-devant de ça? Parce que c'est pas comme si c'était une rencontre dans un dîner avec des amis ou après tout. Bon, vous le revoyez, mais il n'y a pas de relation professionnelle entre vous et vous voyez bien ce qui se passe. Oui, et parfois, si vous voulez, il faut voir entre un fantasme aussi. C'est tout le problème de, si vous voulez, des fantasmes de la sexualité. Il y a des fantasmes qui sont pas forcément toujours bons à réaliser, parce qu'après il faut faire avec sa culpabilité parfois. C'est-à-dire que là, quand on est, ce qui vous paraît de vous une transgression, puisque vous dites jusque-là j'ai toujours été par des femmes, parfois, le fait de vivre une histoire, de vous rapprocher intimement d'un homme, d'avoir une relation sexuelle avec lui, c'est après comment l'assumer, c'est ça. Et vous ne pouvez pas savoir, on l'assume pas toujours. C'est là où se situe un peu, oui, on va dire, entre guillemets, le nœud du problème, parce que la question se poserait pas si lui n'avait pas de répondant en face. Mais bon, il m'envoie régulièrement des messages, ou il m'appelle régulièrement. Oui, mais alors là, moi, ce qui m'ennuie... Des messages ambigus. Oui, mais ce qui m'ennuie, voyez, il vous envoie des messages ambigus. C'est-à-dire... Oui, c'est très ambigu. Mais il faut pas mélanger les genres. Dans ces cas-là, il faut pas, enfin, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais faut pas vous trouver en situation d'avoir à recruter ce garçon. Je suis désolée pour lui, mais parce que vous ne savez pas, vous pourrez vous demander aussi si c'est, après tout, on ne sait pas. Ça peut être intérêt qu'il le fait. Ça peut être un jeune intrigant. Oui. Vous savez, ça existe à toutes les époques. Ça existe à toutes les époques. Un jeune Rastignac qui, veut arriver, version homo, mais enfin, qui, je ne sais pas qui oublie, mais si vous envoie, mais oui, des temps modernes, mais bien sûr, ça peut aussi être le cas. Vous pouvez douter de ça. Est-ce qu'il vous envoie des messages réellement parce que il lui aussi est dans le trouble, dans la séduction, ou il sait aussi que vous pouvez le recruter. En tout cas, vous allez mélanger les genres. C'est ce que dit d'ailleurs Ava. Elle dit: votre histoire me fait penser à la confusion des sentiments de Stefan Zweig. Il y a Petite Plume qui dit: ne cherchez peut-être pas à vous mettre une étiquette, c'est une rencontre autre, c'est très personnel. Petite Plume qui dit: je crois beaucoup à la composante bisexuelle de chacun d'entre nous. Et puis Dominique dit: je trouve que Nicolas est tout à fait normal. Pourquoi ne pas tomber amoureux d'un homme? Après tout, la vie est courte, et pourquoi renoncer à cette belle rencontre? C'est ce que dit aussi Ninon: allez-y, foncez, vous en aurez le cœur net vous-même. Homo, hétéro, bi, c'est toujours bon à savoir. Quant au recrutement, non, trop compliqué. Moi, je suis pas d'accord sur le côté foncé comme ça. En tout cas, Ninon est très claire quand elle dit le recrutement, c'est trop compliqué, il faut pas brouiller les cartes. Il y a quelqu'un qui dit: pourquoi ne pas lui parler, lui confier votre trouble pour affronter la réalité? S'il y a une réciprocité, essayez de voir ce que vous pouvez faire, lui trouver un boulot ailleurs, mais pas mélanger les cartes. Et il y a quelqu'un aussi qui dit: ça risque d'être assez infernal si vous choisissez de le recruter. Et Chaudron de la Barre qui dit: c'est bien d'être bousculé dans ses certitudes et d'être réceptif au charme de l'autre avec un grand A, quel que soit son sexe. Et puis désirer quelqu'un, ce n'est pas forcément exprimer sa sexualité, c'est ressentir une pulsion, une palpitation différente dans votre cas, car l'objet de votre désir n'était pas celui auquel vous étiez habitué jusqu'alors. Cela dit, si vous êtes amené à avoir une relation
professionnel avec ce jeune homme, il conviendrait de ne pas brouiller les cartes afin de ne pas rendre cette situation inextricable. Faites le point sereinement, posez-vous les bonnes questions et évitez d'entrer dans une situation dont vous ne sortirez que très difficilement. Après, oui, effectivement, je peux refuser catégoriquement de l'engager et puis voilà, leur commander à des concurrents, je serais bien obligé. Alors des concurrents, à quel sens du terme? Parce que je travaille dans le milieu des assurances. Je suis agent général d'assurance. D'accord. Donc c'est un milieu qui est quand même assez particulier et assez saturé. Donc c'est vrai que quand on trouve une pépite, on n'a pas envie de la laisser partir. Mais bon. Oui, mais une pépite, vous la trouvez, voyez, à tous les sens du terme. Mais bon, attention, de cette pépite, elle reste vraiment, elle risque de se transformer en gros caillou dans votre chaussure, oui, quoi. Voilà, en gros pétard, oui, voilà. Cette pépite, oui, effectivement, elle risque de me péter à la figure, comme on dit, mais... Exactement. Donc, ça peut devenir explosif. On va accueillir William, qui est avec nous au 3921. Bonsoir, William. Oui, bonsoir, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup William. de m'accueillir. Bonsoir. Messieurs, excusez-moi, je n'entendis pas votre nom. C'est Nicolas qui est avec nous. Nicolas. Oui. Je pense que c'est très intéressant par rapport à l'ambivalence qu'il ressent par rapport à ses sentiments. Et moi, personnellement, je pense que quelque part, il a une homosexualité latente qu'auparavant... Ah ben ça va le rassurer, l'ami Nicolas. Non, mais peut-être qu'il n'a pas connu Merci, auparavant ou qu'il l'avait rejeté quelque part. Ouais. Et que dans ce moment, par rapport à la réaction de la personne qui est à son côté, et à ce moment-là, a revenu très fort. Mais je pense que si c'est dans le cadre du travail, il doit avoir beaucoup d'attention, quoi. Parce que c'est le plus important, surtout si il est cadre, il va mélanger ses sentiments par rapport à le travail, ça va être un peu compliqué. Mais de toute façon, je pense que quelque part, il avait ressenti un petit peu de ce qui est les regards pour un homme, quoi. Donc vous pensez que c'est quelque chose qui était là, latent, et qui se révélerait en présence de cet homme? Mais oui, bon, bien ça, sûr. Et je suis persuadé. Qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez vécu quelque chose d'un peu identique? Mais bien sûr, moi je suis carrément homosexuel. Et à partir du moment que j'avais ressenti les sentiments par rapport à ça, je suis venu vers l'avant pour savoir qu'est-ce qui m'arrive. Parce qu'auparavant, je n'avais pas senti vraiment, je n'étais pas épanoui par rapport avec une femme, quoi. Alors quand je suis rencontré vraiment ces sentiments-là, je dis, c'est ça qui m'arrive, quoi. Oui. Mais voilà, mais vous n'étiez pas épanoui avec une femme. Non. Absolument. Oui, alors vous l'êtes et en même temps vous allez au-devant, vous savez, de difficultés, particulièrement si vous recrutez cet homme. Oui. Parce que après tout, vous pourriez, bon, en poussant plus loin, je vais me faire un peu l'avocat du diable, vous pourriez très bien avoir, bon, vous allez au bout de votre désir, vous dites après tout... je veux voir ce qu'il en est. Puis ça ne veut pas dire parce que j'ai une relation que je suis homosexuelle, je peux être bisexuelle. Bon, vous avez une relation avec ce garçon, mais voilà, c'est une expérience que vous avez. Vous ne voulez pas vous inscrire dans une relation. Le désir décroît une fois que vous avez assouvi votre désir. Bon, la relation s'arrête là. Quand vous êtes avec quelqu'un dans le travail, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faudra continuer à travailler avec lui. Mais Caroline, oui, William. Excusez-moi, il dit qu'il est épanoui avec sa femme, je ne le mets pas en doute, mais à un autre côté, il y a le côté ambivalent les sentiments qu'il sent par rapport à ces garçons-là. Alors, si on est 100% hétérosexuel,
Et je pense qu'à ce moment-là, ces sentiments-là qu'il sent sur les garçons ne doivent pas revenir. Mais moi, je vais vous dire, William, je ne crois pas aux 100% homosexuels. Ou 100% hétérosexuels, parce que je crois qu'on n'est pas fait de pourcentage comme ça. Et vous voyez, il y en a qui disent, quand on éprouve de dire même, moi je suis à 100% hétéro, c'est peut-être parce que justement il y a un doute, ou je sais pas ce que ça veut dire, on n'est pas fait comme ça. C'est pas aussi clair. Parfois ce sont des rencontres. Et le désir, c'est quelque chose de très fragile. On peut être avec quelqu'un que l'on désire, et puis pourquoi à un moment ça va diminuer, on ne ressent plus de désir. Cette personne peut même, on peut la rejeter, voire même éprouver du dégoût. Vous savez, c'est quelque chose. Pourquoi certains fantasmes, certaines fantasmes excitent certaines personnes et dégoûtent les autres. Donc, je crois qu'il y a pas à un moment, on peut, même si jusque-là on a aimé que des hommes ou que des femmes, avoir une rencontre qui peut nous faire un peu vaciller, qui peut faire remettre certaines choses en question. C'est pas aussi simple que ça, je crois. Non, je comprends très bien. Je comprends très bien ce que vous dites, et je comprends aussi les sentiments de Nicolas, et je ne veux pas en aucun moment les remettre en question, absolument pas, mais c'est par rapport à ces sentiments qu'il a, de comment elle peut se sentir de cette façon-là, ou attirée par un garçon, etc. etc. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est à lui, et seulement à lui, de découvrir ses sentiments. Alors il y a Odile qui dit peut-être il faut en parler pour sortir de cette obsession. Elle a raison, parce que sinon ça va tourner à l'obsession. Vous dites que vous en parlez souvent. Et parler ensemble de la suite à donner professionnellement. Peut-être pour clarifier les choses, en tout cas, dire ce qu'il en est, ce que vous ressentez, puisque, comme dit Brigitte, le jeune homme, avec les messages qu'il vous envoie, les textos, a l'air tout à fait entreprenant, et il semble mener la danse, et c'est très juste. C'est-à-dire que je trouve que pour un jeune homme qui est en position quand même d'être recruté par vous, allez vous envoyer des messages, vous dites, il n'y a pas d'ambiguïté, ou plutôt si, il y a beaucoup d'ambiguïté. Je trouve que c'est assez gonflé de sa part, C'est assez audacieux, quand même. C'est très gonflé, dans la mesure où je pense que lui a perçu mon trouble. Bien sûr, mais enfin, c'est quand même qui tout double, parce que suite à ce trouble, vous pourriez, soit il pense que vous êtes homo et il se dit c'est bon, je l'ai dans la poche, peut-être, mais il ne sait pas, il peut toujours y avoir un doute, et de toute façon, à mélanger le désir, le sexe et tout ça, et le professionnel, vous pourriez être troublé par lui, mais dire justement, je mélange pas tout. Donc il est un peu gonflé, peut-être un peu inconscient, il est jeune, mais du coup, c'est lui qui mène la danse, et ça lui donne un pouvoir sur vous. Déjà parce qu'il vous trouble, et parce que finalement, ça vous remet en question un peu dans votre identité. Donc, et ça, c'est pas bon. Parce que si j'ai bien compris, vous serez dans une position de hiérarchie par rapport à lui. Or, si c'est lui qui prend le pouvoir sur vous par ce biais-là, moi, je m'abstiendrai. Et c'est ce que dit Brigitte. Il y a unanimité, semble-t-il, dans les réactions. Pas de recrutement. Et il y a NJ qui dit, notre Rastignac voudrait-il d'une relation sans le recrutement? Bonne question. Ça reste à voir. Donc, clarifier les choses. C'est ce que mon associé fait peser dans la balance aussi, parce que nous sommes deux patrons de cette agence, et pour lui ça pose problème. Alors sur le CV, il m'a dit il n'y a aucun souci, on l'embauche les yeux fermés. Oui. Mais par contre, s'il y a un souci au niveau personnel, là, on va être bien embêté. Mais je comprends tout à fait les réticences de votre associé, parce que ça risque de mettre un beau bazar. Je pense, Caroline, que dans ce moment, il doit maintenir la tête cool et savoir qu'il va faire. En tout cas, je vous remercie énormément de votre programme, que c'est super intéressant. Moi, je suis toujours accroché à la radio pour les thèmes super intéressants, surtout ces sortes de thèmes qui nous regardent,
qui nous regarde tout le monde. Oui. Et je vous souhaite de bonnes chances à Monsieur Nicolas. Merci beaucoup, William. Merci d'avoir pris la peine de vous arrêter. Bonne route, puisque vous êtes en voiture. Au revoir. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de William. Oui, je vous remercie. Qui, justement, nous a amené aussi ce thème-là. Ce qui fait que moi, maintenant, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'ouvert. On est au 21e siècle, donc on sait ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai pris entre guillemets en note mon éventuelle bisexualité. Alors il y a Myriam qui dit: le désir n'a pas de sexe, il s'agit d'une rencontre et d'une personne. J'adore les hommes et pourtant il m'est arrivé d'être attirée par une femme. Je vais au bout de mon désir, je ne me pose pas de questions inutiles et je vis. Dernière question de Sergio qui dit: êtes-vous bien placé sur les assurances moto, Nico? Allez, je vous embrasse. Au revoir, bonne nuit. Au revoir, Nicolas. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. La deuxième heure de votre libre antenne sur Europe 1 jusqu'à 1h. Vous pouvez appeler le 39 21 pour parler de vous et de votre vie et également pour réagir aux différents témoignages. Vous pouvez également vous manifester par mail sur le site europe1.fr et également par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Avant le journal de minuit, nous étions en ligne avec Nicolas qui était assez troublé par le fait que, alors qu'il est en couple depuis 5 ans avec une femme, il a été très troublé au cours d'un dîner par une rencontre avec un jeune homme de 22 ans. Nicolas a 30 ans et pendant ce dîner, un ami commun a dit que ce jeune homme cherchait du travail et Nicolas serait susceptible de pouvoir l'embaucher. Alors beaucoup de réactions pour dire qu'il fallait pas tout mélanger. Adrien, lui, a un point de vue différent qu'il nous envoie par mail en disant: je comprends tout à fait votre réticence face à l'embauche de ce jeune homme, mais avez-vous imaginé une seule seconde l'éventualité selon laquelle cet homme serait sincère? Est-ce qu'il n'a pas de pensée, s'il n'avait pas de pensée malveillante, est-ce une si mauvaise idée que de prendre les devants et de se battre pour ce qu'on désire? Parce qu'à sa place, si je désire quelqu'un, je vais me battre, entre guillemets, pour l'avoir. Peut-être est-ce sa façon à lui de draguer, et pourquoi tant de mauvaises réactions? Alors c'est vrai qu'il est très jeune, après tout, il peut tout à fait y avoir lui, il voit pas le problème entre le fait de boulot et le fait de tout mélanger, et qu'il peut y aller de façon un peu conquérante. Capucine, elle envoie un petit SMS pour dire j'ai adoré l'accent qu'avait Monsieur William. Un peu d'exotisme dans l'émission, c'est comme le soleil en Alsace. Ce qui est très rare, dit Capucine. Quelqu'un dit: il y a des personnes qui ne se posent pas tant de questions et qui estiment tomber amoureux avant tout avec des êtres humains et pas simplement pas avec un homme ou une femme. Et finalement, n'est-ce pas la rencontre qui est la plus importante? Et puis Dominique posait une question: est-il au courant, ce jeune homme, que Nicolas a une compagne? Dans les discussions de famille, dans les sujets qui fâchent, je pensais qu'il fallait éviter la politique et la religion, mais je m'aperçois que la météo peut être aussi un sujet fâcheux, puisque je reçois un message par SMS qui me dit: contrairement à ce que Capucine croit, l'Alsace fait partie des régions les plus ensoleillées de France. Alors pensez à regarder plus souvent la météo l'été prochain et vous le constaterez par vous-même. Une Alsacienne qui souffre de la chaleur. Bon, voilà, c'est dit, c'est envoyé. Écoutez, moi, je sais pas, je suis pas spécialiste de la météo. C'était Capucine qui disait que ça manquait de soleil, mais je demanderai, promis, à notre spécialiste, Monsieur Laurent Cabrol. Et puis un petit clin d'œil très amical à Céline qui dit: j'adore votre émission, je suis routier et toutes les nuits vous éclairez ma route. On va maintenant accueillir Céline. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Bon, je suis assez intimidée. Bonsoir Caroline. Je vais essayer de ne pas être trop intimidée et de pouvoir parler tranquillement et voilà. Alors, ça va bien se passer. Oui, oui. Donc vous voulez parler de votre fils ? Voilà, tout à fait. Alors, bon, je suis séparée du père de mon fils depuis 2001, donc ça fait déjà quelques années. Mais il avait quel âge, votre fils ? 8 mois. Donc oui. Il était tout petit. Oui. Et alors bon, au début, mon fils vivait avec moi, parce que là, à l'heure actuelle, il ne vit plus avec moi depuis 2009. Il est allé vivre avec son père. Et tout se passait bien avec mon fils, je gérais bien les choses, et puis plus il grandissait, et plus les relations entre lui et moi sont dégradées de plus en plus, ou à un point où depuis cette année, depuis le début de cette année, il ne veut plus me parler, je ne le vois plus du tout, voilà. C'est une coupure totale, mais ça me perturbe énormément, j'en souffre terriblement. J'ai il a un petit frère, et puis il nous manque à tous les deux. Et voilà, donc alors le problème, le fait de la situation qui s'est dégradée, c'est lié au fait que son père et moi, on ne s'entend pas du tout. À l'heure actuelle, on ne s'entend toujours pas. Oui, vous n'avez toujours pas, depuis toutes ces années qui se sont écoulées, réglé votre différence. Oui, ce qui se passe, c'est que moi, je suis passée à autre chose, mais le problème, c'est que comme mon fils ne me parle plus, alors je suis souvent en train de lui dire, de dire à son père de m'aider. Oui, ça serait important, oui. Il n'en fait qu'à sa tête, il s'en fiche, voilà. Mais vous ne le voyez plus du tout, là, votre fils ? Plus du tout. Mais c'est pas normal, ça. Pourquoi parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne vienne plus ? Enfin, vous devez avoir normalement un droit de visite. Oui, j'ai effectivement un droit de visite, mais bon, c'est mon fils qui ne souhaite plus me voir, et puis son père ne souhaite plus. Oui, son père ne fait rien pour rien du tout pour encourager ces rencontres avec vous. Pas du tout, et puis son père le met un petit peu dans les conflits. Il lui. Est-ce que vous êtes toujours en conflit avec son père ? Toujours. À quel propos ? Ce qui se passe, c'est que c'est un homme qui a été assez violent avec moi, je me suis retrouvée plusieurs fois à l'hôpital parce qu'il m'a cassé l'épaule, plusieurs parties de mon corps. Et puis, arrivé en 2001, ma mère m'a dit, écoute, il faut absolument que tu fasses quelque chose, tu peux pas continuer à vivre comme ça. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon fils, et puis je suis partie. Et donc j'ai fait une psychothérapie. C'est pas une psychothérapie, c'est que j'ai été suivie après par un psy parce que j'avais vraiment besoin de le faire. Je l'ai fait et je me suis sentie mieux, et là j'ai toujours de la rancœur parce que mon fils ne me parle plus, et puis il ne fait pas l'effort de m'aider, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'à un moment votre fils a demandé à aller vivre chez son père, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et à partir de ce moment-là, au lieu de maintenir un lien avec vous, parce que ça peut arriver, c'était même assez fréquent que l'enfant qui est élevé par un des parents principalement demande à un moment à rencontrer ou même à aller vivre chez celui qui n'en avait pas la garde. Alors d'autant plus c'est un garçon qui veut rencontrer son père et vivre avec lui, c'est pas à n'importe quel âge non plus. C'est au moment où il est dans la préadolescence. Oui, mais là j'étais tout à fait d'accord. Moi ça me posait pas de problème, même si ça me faisait mal, mais je peux comprendre qu'il avait besoin. Oui, c'était peut-être important. Ça aurait pu être pas mal, même pour vous, si la relation devenait très conflictuelle à ce moment-là. Le père aurait pu être si vous voulez, un peu un endroit où votre fils, ça permettait de sortir de cette relation conflictuelle et de retrouver une relation plus pacifiée. Mais c'est vrai que si après le conflit se prolonge via l'enfant, ça ne résout rien. Non, ça ne résout rien parce que j'ai peur que il ne souhaite plus du tout me voir. Mon fils ne souhaite plus du tout me voir. Mais qu'est-ce qui se passait quand il était avec vous ? Pourquoi c'était devenu aussi conflictuel ? Il avait quel âge à ce moment-là ? 9 ans ?
Il était en fin d'année de maternelle, donc il avait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, ça fait aussi longtemps qu'il est chez son père. Non, depuis qu'il est chez son père, c'est depuis 2009. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait, oui, 2009. Voilà. Mais les conflits entre mon fils et moi ont commencé... Et quel genre de conflit? Ça portait sur quoi? Le problème, c'est que je n'ai jamais eu beaucoup d'autorité sur mon fils. Oui. Mon entourage me disait il faut que tu sois plus ferme. Je cédais à tout parce que, je sais pas, peut-être que le fait que j'étais séparée de son père, j'avais peur qu'il soit perturbé, donc je cédais tout. Il faisait tout ce qu'il voulait chez moi, et puis plus il a commencé à grandir, et après il a eu il me parlait mal quand j'avais le malheur de refuser quelque chose, de lui dire stop, et voilà. Les choses se sont tellement amplifiées, et puis c'est de pire en pire, et ça devenait à la limite invivable, parce que mon fils vivait les derniers temps à la maison, et il me cassait tout, ça devenait insupportable, quoi. Je pouvais plus continuer à vivre comme ça. En plus, j'ai refait ma vie avec son beau-père, les relations étaient très difficiles, c'était très très dur. Je commençais à perdre pied, j'en pouvais plus, quoi. Oui, c'est là où vous avez fait appel à son père. Oui, c'est là où j'ai fait appel à son père, et puis par rapport à ça, son père me disait tu te débrouilles, moi je veux pas rentrer dans tes problèmes, moi quand le petit est avec moi, ça se passe très bien, toi tu as des problèmes, tu te débrouilles, bref. Et tout ça sans passer par un juge, donc ça s'est fait entre vous? Non, mais ce qui se passe, c'est que depuis, il y a eu une enquête sociale qui est à l'heure actuelle en cours, parce que je suis allée voir un juge, mais pour une autre chose. Oui. Et puis suite à ça, elle a constaté que les relations étaient très dures entre mon ex et puis moi, et elle a dit écoutez, là c'est pas possible. Il faut que donc c'est elle qui a instauré une enquête sociale pour voir ce qui se passe. Bref. Et oui, parce que le juge pourra se statuer, se prononcer, mais il lui faut des éléments concrets. Donc l'enquête sociale permettra de vous rencontrer, d'avoir des éléments, et de rencontrer le père, de rencontrer votre fils. Et donc, en fonction de ces éléments, elle présentera le dossier au juge. Il ne peut pas prendre de décision qui concerne l'avenir de votre fils, votre avenir, sans que des travailleurs sociaux lui donnent des éléments concret sur ce qui se passe. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'enquête sociale. Mais c'est important parce que si vous voulez, dans ces situations là, ça aurait pu être pas mal qu'il aille chez son père. C'est ce que je vous disais à un moment où vous le dites vous-même, vous étiez débordé, vous n'arriviez pas à avoir de l'autorité finalement, comme si c'est compliqué d'être le père et la mère, mais qu'est-ce qui fait à un moment, lui avait pris le dessus, et ça devait être aussi angoissant pour lui d'être dans des moments comme ça de crise où il cassait tout chez vous. Donc peut-être chez son père, effectivement, il a un autre comportement parce que son père arrive mieux à instaurer un cadre avec de l'autorité. C'est un homme, mais pour autant, il est important de ne jamais dénigrer l'autre parent, parce que ce faisant, on fait du mal à l'enfant. Donc de pouvoir maintenir un contact avec l'autre parent, hormis évidemment si les cas de figure où le parent est totalement déficient, où il peut y avoir une notion de danger par rapport à l'enfant, c'est-à-dire que là il est important de protéger l'enfant. Mais quand ce n'est pas le cas, si vous voulez, il ne faut pas instrumentaliser l'enfant. Donc malheureusement, quand il n'y a pas qu'on ne peut pas trouver d'arrangement entre les parents, eh bien, c'est le juge qui va statuer, et il n'y a pas de raison que vous n'ayez plus du tout de contact avec votre fils. Alors même si au départ, il va être réticent parce que peut-être, comme vous dites, son père lui monte la tête de l'autre côté, c'est important que vous puissiez renouer un lien. Et peut-être qu'on vous y aide, justement.
Ben oui. Et puis bon, peut-être que le fait de voir mon fils juste les premiers temps, 1 heure dans un lieu neutre, ça sans peut forcément qu'il vienne chez moi, même si bien sûr c'est une situation très difficile pour moi à supporter. Mais bon, l'intérêt que j'ai, c'est uniquement de renouer contact. Voilà, c'est ça, renouer, c'est-à-dire recréer, vous réapprivoiser, ça peut être pendant quelque temps, 1 ou 2 fois, vous voir dans un lieu neutre en présence d'éducateurs qui vont faire un peu le lien, qui vont que vous ne vous sentiez pas si votre fils et peut-être dans le rejet ou agressif parce que finalement il souffre de cette situation derrière. Si son père dit du mal de vous, si c'est aussi on porte atteinte à lui. C'est bon. Donc le fait d'être dans un endroit neutre avec des personnes qui quand même peuvent intervenir si ça va trop loin, en disant écoute, on ne parle pas comme ça, tu n'as pas à parler comme ça à ta mère, ou ça met un des tiers. Ça peut permettre que le lien se refasse en douceur. Et puis après, vous aussi peut-être travailler de votre côté, voir pour trouver un positionnement juste et un peu en dehors des conflits que vous pouvez avoir avec son père. Même si on peut comprendre que de votre côté, c'est été très douloureux parce que vous êtes parti, vous avez quitté son père dans un contexte très difficile où il y avait de la violence et où si vous êtes parti, c'était pour vous protéger. Pour vous protéger. Et en même temps, c'est délicat parce que si ça se passe bien avec son père, il faut pas non plus casser l'image de ce père. C'est là où c'est délicat. Je sais pas, qu'est-ce qu'on vous a dit, comment vous en parlez. C'est-à-dire que vous avez eu toutes les raisons de partir. Parce qu'en tant qu'homme, ce n'était pas un bon mari, un bon compagnon pour vous. Et pour autant, ça peut quand même être un bon père pour son fils. Ah oui, mais c'est un excellent père. Il s'occupe très bien de son fils. Il est, il est présent à l'école. À l'heure actuelle, là, mon fils est rentré au collège cette année en 6e, et ça se passe très bien. Le père a inscrit mon fils à faire du sport. Oui, il s'en occupe bien. Très très bien, oui. Pour ça, il est très bien. Je reconnais que c'est un très très bon père. Mais son père, le problème, c'est qu'il a certainement, vous voyez, le fait qu'il ait eu des comportements de violence vis-à-vis de vous. Et autres, c'est pas, je veux dire, un homme qui a des comportements violents envers une femme, c'est pas neutre. Je sais pas quelle est l'histoire de cet homme, mais enfin, on n'en arrive pas à avoir des comportements violents comme ça. Et ça, c'est quand même important, et de le signaler. J'imagine que vous l'avez fait de toute façon, parce que cet homme, même si c'est un bon père avec son fils, en tant qu'homme, il y a des choses aussi. Peut-être qu'il a des comptes à régler avec les femmes. Il y a des choses qui le rattrapent malheureusement, qui le rattrapent. Et si vous voulez, il faut pas que ça se communique à son fils. C'est-à-dire qui continue à régler des comptes à travers vous. C'est-à-dire en disant de vous, ta mère, elle est, tu sais, elle a des problèmes, ta mère qui vous dénigre. Ça, c'est pas possible. Oui. Mais c'est mon ex-compagnon, parce qu'on n'était pas mariés, à l'époque, quand j'étais encore avec lui, sa mère me disait que son père à lui, donc le grand-père de son propre père, n'a pas voulu accepter d'avoir un fils. Et il ne l'a jamais élevé. Il y avait que la mère présente. Son père ne voulait pas le voir. Il voulait pas avoir affaire à son fils. C'était. Il avait mis une croix dessus. Donc je pense que c'est peut-être le fait. Je sais pas si ça peut être lié à ça, mais qu'il est dans une forme. Lui, il prend le contre-pied. Et au contraire, il tient vraiment à être présent pour son fils. Et il vous en veut d'autant plus, même à un moment de lui avoir enlevé. Quand il était bébé, même si, dans les faits, c'était pour vous sauver de cette situation de violence. Et puis, qu'est-ce qu'il aurait comme qu'on voyait un père terriblement absent et une mère omniprésente. Oui, exactement, voilà, c'est ça, Une mère omniprésente, mais pas forcément maternante. Parce que s'il avait une mère extrêmement maternante, je doute qu'il soit violent avec les femmes. Non, elle n'était pas extrêmement maternante, mais bon, elle s'est très bien débrouillée quand même, elle aussi, toute seule. Avec mais je dis pas qu'elle n'était pas aimante et qu'elle s'est pas bien débrouillée. Oui. Mais c'est pas anodin d'être dans cette violence. Ah oui, bien sûr, que c'est sûr que c'est pas anodin.
Mais... Je la justifie pas, hein. Rien ne peut justifier la violence, mais il y a toujours des raisons derrière, et c'est important d'en parler, même par rapport à votre fils, parce que vous avez raison de dire, il y a certainement quelque chose où il prend le contre-pied de son histoire, mais en vous faisant payer, c'est-à-dire d'une certaine façon, il prend pas le contre-pied, puisque là aussi, il ampute son fils d'un des deux parents. Oui. C'est-à-dire que lui, son père ne s'est absolument pas occupé de lui. C'était sa mère qui s'occupait de lui. Oui. Mais là, finalement, à un moment, bon, vous lui avez dit, là, je m'en sors plus. Mais c'était bien. Enfin, je trouve que c'était courageux de le dire. Souvent, on n'aime pas dire ça, qu'on est dépassé, qu'on est démuni. Et donc, d'aller demander de l'aide, surtout compte tenu de votre histoire. Je trouve que c'était vraiment d'autant plus courageux de le faire. Et en fait, il s'en sert pour retourner la situation et pour vous exclure de la relation. Parce que ce faisant, il vous exclut. C'est-à-dire, c'est comme si vous, en tant que mère, vous n'aviez plus de place. Donc, en fait, il prend pas le contre-pied. Il est complètement dans une répétition du schéma qu'il a eu, mais à l'inverse. Oui, c'est exactement ça. Et puis bon, vous disiez que c'était assez courageux de parler à mon fils. Moi, j'ai toujours eu cette sincérité avec lui. Avec mon fils, je lui ai toujours dit des choses. Pas tout, mais je voulais pas trop lui cacher les choses. Et j'ai un caractère assez sensible, assez fragile, et voilà. Et c'est peut-être, je voulais pas cacher du tout ce qui se passait, à mon fils, quoi. Donc, mais bon, mon entourage me disait que des fois, il valait peut-être mieux ne pas trop parler de ces choses-là. Il valait mieux peut-être pas cacher, mais... Non, il ne s'agit pas de cacher, mais il y a des choses qu'on peut dire adaptées à l'âge de l'enfant. Ouais. Bon, écoutez, là, il y a une enquête sociale qui est en cours. Je crois que là, en revanche, vous avez tout intérêt à dire, comme vous le faites avec moi, ce qu'il en est de votre histoire. Il n'y a pas lieu de cacher des choses, surtout que vous ne parlez pas de son père. On sent pas de... Bien sûr que c'était difficile, l'histoire que vous avez eue avec cet homme, mais... quand vous donnez des indications sur son histoire à lui qui pourraient peut-être expliquer son comportement, on ne sent pas de violence, de haine particulière. Non. Enfin, donc ça, je trouve les travailleurs sociaux qui vont vous entendre sentent que c'est plutôt dans le fait de pouvoir aider votre fils. Oui. Et le but, c'est quand même que vous arriviez l'un et l'autre à dépasser vos conflits, vos histoires personnelles, vos difficultés pour bien vous occuper de votre fils et être des parents qui chacun peuvent assumer leur rôle, parce que l'un et l'autre vous l'aimez. Donc simplement vous ne pouvez pas le priver de son père et lui n'a pas à vous priver de lui, de moi, vous. Oui, bien sûr, donc vous allez trouver un compromis. Vraiment. Oui. C'est ce qu'il faut. Il faut avoir confiance là. J'espère. Pour le moment, et attendre et en parler, mais il n'y a pas de raison qu'on vous prive de voir votre fils, hein. Vraiment. Et puis, comme dit quelqu'un, il a cette période de 11 ans, 12 ans, ça peut être un âge un peu difficile. Oui. Et lui, votre fils, ça sera important aussi de renouer et de dire qu'à un moment, ça peut se dire, à un moment, c'était compliqué, on n'y arrivait plus, je criais beaucoup, j'étais un peu... et j'ai préféré que ça soit un peu ton père qui prenne le relais, mais je ne t'ai pas abandonné. Au contraire, c'est parce que je voulais que tu vois aussi ton père, c'était important. Mais je voulais moi continuer à être présente, parce qu'après on peut lui présenter les choses comme si vous l'aviez un peu abandonné. Oui, mais de toutes les façons, avec mon fils, le peu de fois que je l'ai vu, et que je l'ai eu au téléphone. Je suis tout le temps en train de lui dire que je l'aime et que... Mais entre-temps, il y a un homme dans votre vie, il y a une petite sœur qui est arrivée, enfin, vous voyez, il y a tout ça. Donc lui, il peut se sentir, il dit, bon, elle peut me dire ça, mais dans les faits, elle est plus là. Oui, tout à fait. Tout à fait, donc ça peut être aussi, il fait le côté bravache, il vous rejette, mais au fond, il peut souffrir, avoir le sentiment que vous n'êtes plus là. Donc mais c'est important de lui dire. Il doit probablement souffrir parce que forcément. L'enquêtrice sociale me disait que mon fils lui avait dit... qu'il m'aimait, que ça, c'est sa mère, qu'il souffrait, des choses. Mais c'est important, vous voyez. Donc c'est pour ça que eux, ils vont aller dans le sens de refaire que petit à petit vous retissiez un lien. Et à mon avis, ça va se faire assez vite, parce que aussi ils vont parler au père en disant que c'est important pour l'équilibre affectif de votre fils. On ne peut pas vous mettre à l'écart comme ça. Vous exclure de cette relation. Oui, mais vous avez raison d'espérer. Hein. Ils vont dans le sens de l'intérêt de l'enfant.
oui, je pense, oui. Merci en tout cas de votre appel, Céline. Et Merci bon courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et on accueille Clémence. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc moi je reviens vers vous puisque notre dernière conversation évoquait mes voyages que je réalise à cheval et en roulotte. Oui, je me souviens bien de vous. Et vous m'aviez dit que quand je viendrai à Paris, vous prépariez le sac de carottes. Donc je voulais vous dire que je suis maintenant en marche. Vous êtes garé non, c'est pas avec le cheval, vous êtes devant la rue François 1er. Eh ben, j'en suis pas très très loin. Je suis à 6 mois d'y arriver, mais quand même. Ah, quand même. Bon, alors j'ai le temps de m'approvisionner en carottes. Vous avez le temps, oui. Mais en tout cas, le projet est lancé. Et je prends le départ en mars 2013 pour atteindre Paris. Et le voyage va durer à peu près 6 mois. 180 jours de voyage à cheval et en roulotte. Mais alors, dites-moi, toujours avec le même cheval ? Alors, il s'agissait de Kidam. Kidam a fait 3 voyages avec moi et je l'ai revu là cet été. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pas faire un cheval, mais 2 chevaux. 2 chevaux vont tracter donc une roulotte pour équilibrer un petit peu les forces et surtout qu'il est un compagnon de route. Et donc, Kidam en fera partie, mais je ferai des relais de chevaux pour que on ait une cadence un peu plus rythmée. Bah oui, parce que le pauvre, là, à force, il va finir quoique, bon, il y a eu une époque où on se déplaçait uniquement comme ça, hein, il y avait des relais, alors que là, bon, au moins, il aura déjà un compagnon pour faire le voyage. Oui, alors, rappelez pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, il ne fait que marcher. Vraiment 10 à 15 km par jour. Oh, ça va, à ce rythme-là. C'est une vie de roi et il dort dans les châteaux et les manoirs, donc... Ah oui, effectivement, d'accord. Non, on lui a ma volonté en 2009, parce qu'on devait, justement, par rapport à ce que vous disiez, on devait fonctionner avec 2 chevaux, des relais, exactement comme autrefois, mais on n'en avait qu'un, on n'avait qu'un seul cheval, l'autre ayant eu un problème de sabot. Et du coup, j'ai dû demander au même cheval d'être le moteur du Tour de Bretagne qui a duré 130 jours. Et ce qui s'est passé, ce que nous a enseigné le cheval, c'est que si on le met à sa vitesse, et dans ce qu'il peut, dans sa capacité de parcourir X kilomètres, eh ben, il nous emmène extrêmement loin. Et le danger viendrait de demander plus, exactement comme on fait aujourd'hui avec beaucoup d'hommes ou de femmes au travail. On demande plus que ce qu'ils ne peuvent produire et ils n'arrivent jamais au bout de route. On en fait des bêtes de somme. Voilà. Ouais. Et là, c'est l'enseignement. Ça a été vraiment le grand enseignement du voyage 2009, c'est que dans la mesure où on comprend la capacité d'un... nous, notre moteur, c'est un cheval. On l'emmène extrêmement loin et il nous a coûté moins cher finalement. Donc, moi, j'ai revu ma programmation pour qu'il y ait un peu plus de temps de pause et des temps de pause dans des endroits où il était... on va dans du beau. Nos projets sont... une volonté de révéler les beautés de la France. Donc, Et alors, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute les fois où vous nous avez appelés, c'est le but, c'est quand même de vos voyages, c'est de donner l'amour du livre et de l'écrit, de l'écriture. Exactement. Hein. Alors, et ça fonctionne. Au départ, on a été un petit peu dans un projet qu'on trouvait original et un peu dingue, mais qui a montré aujourd'hui que ça fonctionne. En fait, j'utilise un cheval et une roulotte, avec à bord de la roulotte une exposition itinérante et une malle au trésor. Et la malle au trésor il y a un travail en amont. Je trace un itinéraire avec des villes répertoriées, et par les écoles, les bibliothèques, les maisons de retraite, et nous allons jusque dans les prisons, on travaille sur un thème et sur un sujet. Donc quand j'arrive dans, admettons, une école, les élèves ont déjà travaillé sur le sujet, et lorsque j'arrive, ils remettent leurs lettres dans la malle au trésor, comprenant que cette lettre participe à un grand voyage, et qu'ensuite ils peuvent les découvrir sur Internet, parce que c'est mis sur Internet également, et entendre l'histoire que j'ai à leur raconter. Donc en 2009, j'étais sur le thème de l'évolution de la communication, comment notre monde a-t-il en 16 siècles évolué tellement vite à partir du moment où le cheval a été remplacé par le moteur. Et là, on va revenir sur le thème 2013, c'est la conquête du ciel et de l'espace. Finalement,
Aujourd'hui se pose la question du transport. Quel transport pour demain? Et je pense que les générations actuelles ont à comprendre ce qui était autrefois. Et autrefois, sur 200 ans, on va revenir sur toute la conquête du ciel par des aviateurs. Je pense à Saint-Exupéry, voilà, toute une épopée. Et reprendre aussi le goût de l'effort. C'est par l'effort qu'on arrive à trouver des solutions. Et je vais ainsi partir de la pointe du Finistère et revenir sur toutes les villes qui sont en lien avec l'aviation, la conquête de l'espace et du ciel. Donc les élèves travaillent, les maisons de retraite travaillent déjà sur tout ce projet-là. Et c'est pas fini parce que je n'ai pas encore assez d'écoles, j'ai pas encore assez de bibliothèques, mais ça fait 100 villes à visiter et dont Paris en fait partie. D'accord, donc oui, parce qu'il y a Simon qui envoie un SMS pour dire d'où vous partez, justement, donc de la pointe du Finistère. Ma volonté, c'est avant qu'il y ait eu l'avion, il y a eu l'observation et la compréhension de l'espace, la compréhension du vol de l'oiseau, notamment Léonard de Vinci. Donc on va partir de la pointe du Finistère, qui est la pointe ouest, et ça s'appelle Camaret-sur-Mer. Et Camaret-sur-Mer, il y a Saint-Paul-Roux, qui est un manoir qui a été détruit par les Alliés, et où résidait un poète d'une plume extraordinaire, Saint-Paul-Roux. Et donc on va ensuite aller à Lanvéoc, où il y a une base aéronavale. Enfin voilà, l'Andivision en fera partie, Nantes avec Jules Verne, Saint-Nazaire. Donc ça fait 100 villes à visiter, puis à mettre en animation pour quand les chevaux et la roulotte arrivent. Et alors, vous avez des subventions pour faire C'est vrai que ce sont des voyages qui coûtent environ à peu près 100 000 euros. Donc, participent les conseils généraux, les régions. Et aussi, comme nous faisons des animations, ce sont des animations payantes. Je m'entends par là. Une bibliothèque participe, une maison de retraite participe. On ne demande pas grand-chose. Mais par contre, en 2009, on a eu l'obstacle d'être en France. Et en France, il faut d'abord, on arrive à convaincre parce qu'on a réussi. Donc j'avais peu de villes partenaires. Et là, maintenant, en 2013, en ayant en plus travaillé avec d'autres gouvernements depuis, il faut que les villes soient partenaires parce que ça donne une meilleure énergie. Voilà, ça met tout en fête, quoi, dès qu'on est main dans la main. Fifi me dit, tiens, c'est une bonne idée, on devrait nous aussi partir dans une roulotte et faire le tour de France comme ça, avec l'émission, passer de village en village. Alors vous seriez sur la partie écrit et nous, on serait sur la partie orale avec la radio. Bon, alors écoutez, alors vous arrivez à Paris donc en 2013, hein? Alors, juin 2013, il y a la Maison de la Bretagne qui se trouve 8 rue de la Risée. Donc, on ira, ce qui est certain, c'est que on ira faire un petit coucou là-bas. Et après, une itinérance dans Paris avant de gagner, bien sûr, le Bourget, étape. Eh ben oui, forcément. De notre oui, itinéraire. Évidemment. Alors, il y a Simon, pour conclure, qui dit Simon qui est de Brest et qui dit, moi, j'aimerais beaucoup vous voir passer. Est-ce que vous avez un trajet disponible sur Internet? Est-ce que vous avez un site? Mais Simon, je viendrai à Brest, ça c'est sûr. Oui, mais absolument. Et pour nous retrouver, pour suivre tout ce voyage, c'est l'association Le Sabot et la Plume. Voilà. Le sabot comme le sabot du cheval, et la plume qui représente évidemment l'envol de l'oiseau, et par cet envol de l'oiseau, la capacité à écrire, comprendre que l'écriture nous amène aussi à pouvoir à voler de nos propres ailes. Alors, il y a Sergio qui dit, bon alors, c'est Kidam encore cette année, et comment s'appelle son compagnon? Alors, on ne les connaît pas encore. D'accord. Parce qu'il y en a plusieurs, mais sa demi-sœur s'appelle Kenekan. Kenekan, c'est une forêt qui se trouve en Bretagne. Donc, sa demi-sœur s'appelle Kenekan. Mais quand je suis allée les visiter, leur rendre visite en tout cas cet été, je me suis aperçue que quand Kidam s'en allait, sa mère et sa demi-sœur étaient en détresse. Hein. Ça m'a vraiment beaucoup bouleversée. Donc du coup, c'est vrai que s'ils sont deux, c'est très bien. C'est une belle... et
visuellement, quand on voit deux magnifique. chevaux arriver dans une école, ça donne oui, les enfants doivent être fous de joie, et même dans les maisons de retraite. Merci beaucoup Clémence de nous en avoir parlé. Le sabot et la plume, pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette... pas non plus à prendre contact avec nous, sur cette belle aventure. On a beaucoup de belles choses à faire ensemble. Et bon voyage alors Clémence. Merci, et on viendra chercher les carottes. Au revoir Clémence. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Allez, Simon sera sur le bord de la route. Il dit, moi je viendrai vous voir, vous et Kidam. Bonsoir Awena. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Excusez-moi, mais je suis un petit peu pas paniquée, mais bon, j'espère que je vais réussir. Oh non, il n'y a pas lieu d'être paniqué. Non, rassurez-vous. Vous voulez un conseil pour une amie ? Voilà, j'ai un conseil pour une amie, en fait, qui, elle, s'est mise avec un homme... Vous pouvez parler bien dans le combiné, s'il vous plaît, je vous entends pas très très bien. Vous m'entendez ? Oui, mieux. Mieux ? D'accord. Alors, qui s'est mis avec un homme il y a 2 ans. Et en fait, il s'avère que cet homme aujourd'hui, en fait, il était déjà violent, mais bon, elle ne le savait pas parce qu'elle ne connaissait pas ses antécédents. Oui. Il est très violent avec elle, mais en fait, c'est une personne, bon, d'après ce qu'elle dit, elle, c'est un schizophrène. Bon, je vous raconte, il a fait 10 ans de prison. 10 ans, je crois qu'il a... Oui, il a fait de la prison pendant 6 ans, mais 4 ans, il a été vraiment enfermé pour des personnes en fait qui ont commis des actes assez lourds. Il a frappé quelqu'un vraiment à mort. Et en fait, il est sorti, il a fait sa peine. Mais elle a appris après ça. Elle a appris après, mais bon, après c'était une période quand ils se sont rencontrés. Je pense qu'elle était dans une période où elle avait vraiment besoin d'un soutien, de l'aide. Elle avait déjà 2 enfants. Oui. Le père des 2 enfants, bon, il est là sans être là. Alors elle avait besoin d'une aide affective et un petit peu, on va dire, matérielle, entre guillemets, même si elle le dit pas trop. Bon. Et aujourd'hui, en fait, ils viennent d'avoir un enfant qui a 9 mois, tous les deux. Et en fait, déjà, cette grossesse, elle s'est passée difficilement parce que l'enfant était... elle avait attrapé un rhume à 4 mois de grossesse. Et en fait, il s'était avéré que c'était très grave. Et l'enfant, en fait, c'était soit il meurt ou soit il avait des complications. Et en fait, à 9 mois, en fait, elle allait se faire avorter. Mais en fait, elle a eu de la chance parce que, enfin, miracle, l'enfant, en fait, était toujours vivant dans le ventre. Et aujourd'hui, l'enfant a 9 mois. Mais la situation, elle est très critique avec le père de l'enfant. Oui. Et là, son papa, ma copine, vient de lui annoncer un cancer en phase terminale. Et là, moi, j'étais à l'étranger parce que... Attendez, le père de qui ? Le père de ma copine. Je parle que de ma copine. D'accord, oui. Voilà. On lui a annoncé un cancer en phase terminale. Et en fait, moi, j'étais à l'étranger, je suis revenue pour d'autres raisons. Et en fait, elle m'avait envoyé un mail. Et dans son mail, c'était vraiment... J'ai ressenti un au secours dans son mail. Oui. C'est-à-dire que vraiment, elle craquait, elle n'en pouvait plus. Avec lui, je vous dis, il est vraiment parano pour tout. C'est-à-dire que je ne peux pas l'appeler. Parce que si je l'appelle ou je lui envoie un message, il va dire que c'est un homme. On ne peut rien faire, on ne peut pas la sortir, on peut pas... Elle n'a pas de famille, cette jeune femme ? Si. Elle a de la famille, elle a un frère, ses parents sont divorcés. Oui. Mais le souci, c'est qu'elle ne veut pas impliquer sa famille dedans, étant donné que... Elle, pour elle, c'est une impression qu'elle se punit en disant que c'est de ma faute, c'est moi, j'aurais pas dû procéder comme ça, c'est tant pis pour moi. Et moi, je lui dis non, dans la vie, on peut pas savoir, on va dire, ce qui se passe, c'est des choses qui arrivent. Bien sûr, oui. Et ça fait partie de la vie, quoi. Mais aujourd'hui, il faut que tu te protèges toi et tes enfants. Elle n'est pas responsable du déséquilibre de cet homme et vous avez raison, il faut maintenant qu'elle se protège, elle et ses enfants. D'autant plus que si elle signale ce qui se passe, cet homme a un casier déjà judiciaire, un lourd casier judiciaire et étant donné, il serait considéré comme récidiviste. Enfin, c'est lourd, quoi. Donc, il faut pas. Il la frappe aussi. Moi, mais justement, il faut pas qu'elle reste dans cette situation. On dit qu'il a quand même déjà frappé quelqu'un à mort. Non, à mort, oui, 2 fois de suite. Alors, elle doit avoir très peur, mais pour autant, elle va pas attendre, elle, d'être la énième victime.
Mais c'est ce qu'on essaye de lui expliquer avec une copine. Moi, on a une copine en commun. Elle a essayé de prévenir sa maman. Elle a prévenu sa maman en lui disant que voilà, c'est grave. Oui, mais il faut prévenir les parents, là. Elle a quel âge, votre amie? Elle a 28, elle va sur ses 29 ans. Mais il faut prévenir, il faut prévenir si vous connaissez sa famille, de dire qu'il y a un danger là. On a prévenu, que tout le monde l'aide. Là. Elle nie. Et quand on prévient, elle veut plus nous parler parce qu'elle dit qu'on la met en danger, on la met. Non, mais le danger, il faudrait lui dire que c'est parce qu'elle a très peur qu'elle n'ose pas intervenir. Je sais qu'elle a très peur. Mais que le danger, c'est de rester avec cet homme. Parce qu'à un moment, si en plus, alors il a été, je ne sais pas très bien parce que vous dites schizophrène après parano, donc je ne sais pas. C'est dire à non, elle. mais parce que s'il a été, à ce moment-là, il aurait été déclaré irresponsable s'il était schizophrène, il n'aurait pas été jugé. Donc, vous voyez, je ne sais pas très bien ce qu'il en est, mais en tout cas, bon, vous dites qu'il a fait une lourde peine, qu'il a déjà frappé à mort quelqu'un. Bon, votre amie, elle est en danger. Bien sûr qu'elle est en danger. Donc, elle a peur, évidemment, parce qu'elle se dit que si elle fait des démarches, cet homme, il peut y avoir des représailles terribles, et que c'est là qu'elle risque peut-être la mort. Mais c'est en restant auprès de lui qu'elle risque beaucoup. Donc, évidemment, si elle doit partir, c'est sans le prévenir, sans lui dire. Elle s'en va avec ses enfants. Elle porte plainte, et compte tenu de son casier judiciaire, du fait qu'on est dans la récidive, là, il peut y avoir, elle sera protégée. Vous voyez, il faut qu'elle parte sans dire où elle va. Organiser sa sortie, organiser son départ. Parce que lui, à l'heure actuelle, c'est son appartement à elle parce qu'elle a acheté, et c'est lui qui s'est installé. Après, moi, je lui ai dit, même sans ça, tu pars de l'appartement, tu vas ailleurs. Et il faut vraiment que tu te protèges, toi et tes 3 enfants, parce que c'est pas possible. Mais il faudrait au moins, si elle n'est pas prête, enfin, elle a du mal, elle vous demande de l'aide, et puis en même temps, quand vous proposez de l'aider concrètement, elle a peur. Il faudrait au moins qu'elle puisse, qu'elle appelle le 3919 qui s'occupe des problèmes justement pour les violences conjugales. Elle me dit qu'elle avait déposé, entre guillemets, une plainte, une main courante, mais le jour où elle a déposé la main courante, elle n'a même pas fait 5 minutes au commissariat, il l'a menacé de tuer ses enfants, elle est rentrée tout de suite. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas sortir de chez elle? Comment? Il ne veut pas qu'elle sorte de chez elle, il ne veut pas qu'elle sorte de chez elle. Même pour aller voir son père à l'hôpital, il lui dit non, tu n'y vas pas, ou sinon je t'accompagne. D'abord, ce n'est pas une main courante qu'elle doit déposer, c'est une plainte. Ouais. Et puis, en plus, cette jeune femme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient la chercher. Chez elle, vous voulez dire? Ah oui, c'est à ce moment-là, il faut pas, si vous voulez, si elle peut pas sortir, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent la chercher. Parce que c'est compliqué, vous pouvez pas porter plainte pour elle, ou alors il faudrait passer au commissariat en expliquant la situation. Et que ça soit en présence de policiers. Mais il ne faudrait pas que, au moment où les policiers se présentent, qu'elle dise non, il ne se passe rien. Parce qu'elle a peur. Oui, alors là, après, c'est terrible parce que du coup, il y aurait un problème terrible et vous n'auriez plus de contact avec elle. Non, mais vous voyez, à un moment, il faut soit dites-lui qu'elle appelle le 3919 parce que là, elle aura aussi, on va pouvoir la conseiller et lui dire qu'il faut qu'elle parte. Ouais, qu'elle parte. Elle a pas le choix, là. C'est-à-dire que c'est en restant auprès de lui qu'elle est en danger. Elle est en danger. Moi, ça fait 9 mois que je ne l'ai pas vue. Là, je la vois, elle est complètement paniquée. Elle-même, elle commence à avoir des comportements parano. La dernière fois, je lui ai Mais parce qu'il isole. J'ai exigé de venir la voir. Je lui ai dit, moi, je viens de voir. Même si elle habite très très loin par rapport à chez moi, je suis venue. On est sortis. Caroline, on est sortis juste pour aller manger avec l'enfant. Bon, on a un enfant de 9 mois avec nous, on va pas sortir, on va pas aller faire la bringue dans la rue. Mais il l'a appelé, il l'a insulté, il nous a insulté, qu'il veut son enfant et blablabla. Et il ne travaille pas, lui, donc il est là, non, il peut a surveiller. arrêté de travailler. Oui, donc il est là toute la journée, quoi. Il peut surveiller ses déplacements. Il surveille ses déplacements, son téléphone, ses mails. Voilà, moi je peux même plus l'appeler pour savoir comment va son père. Et la dernière fois, quand je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu pendant 15 jours. Je lui ai dit, moi, si tu ne me rappelles pas, j'appelle la police tout de suite. Et elle m'a rappelé la seconde même.
Et donc, alors, le père, malheureusement, est à l'hôpital. Est-ce qu'il y a la mère, il y a des frères, il y a des... Non, elle a un frère, mais je pense qu'elle a peur. Elle a peur que cet homme, on va dire, s'en prenne à son frère. Non, mais je crois que, vu le profil que vous décrivez, effectivement, ça peut même être dangereux de se présenter isolément. Non, mais parce que c'est un fou, ce mec. C'est vraiment un fou. Moi, j'ai vu son gabarit. Il faudrait prévenir la police, mais en disant ce qui se passe. Mais il faudrait qu'elle soit d'accord pour, lorsque la police se présente, partir. Parce que, vous voyez, il y a ce risque, sinon, si la police se présente à son domicile, mais qu'elle dit, par peur de son compagnon, non, tout va bien, c'est là où il y a un risque pour elle après. Parce que là, il risque de lui dire, mais alors c'est que tu en as parlé, qu'est-ce qui se passe, et de s'en prendre à elle. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai une copine qui me dit, dans ces cas-là, signale comme si des enfants étaient en danger. Et qu'une assistante sociale vient là-bas et... Oui, vous pouvez, mais l'assistante sociale, vous pouvez faire ça, faire un signalement pour les enfants. Les enfants ont repris l'école, je pense que c'est plus au niveau de l'école que ça doit se passer. Parce que ma copine, mais vous pouvez faire un signalement, effectivement, par rapport aux enfants, et en disant ce qu'il en est du profil de cet homme. Hein, et que vous êtes très inquiète aussi pour votre amie, mais vous pouvez dire par rapport aux enfants. Oui. Et l'assistante sociale peut très bien se présenter en ne disant pas d'où vient évidemment le signalement. Ça peut venir de l'école, ça peut venir, vous voyez. Il peut y avoir, elle n'a pas à dire d'où vient le signalement. Parce que même les enfants, je les sens menacés dans le sens où ma copine un jour, elle avait posé la question à son fils de 7-8 ans. Elle lui avait dit oui, mais si le compagnon de maman, il s'en va. Il dit non, en pleurant, il faut pas qu'il parte, il faut qu'il reste ici. Et je pense qu'il doit quelque part un petit peu manipuler les enfants et les faire peur. Ils grandissent dans une ambiance où il y a c'est plus que de la tension, semble-t-il, de la violence. Donc effectivement, il y a un climat de peur, oui. Tout le monde peut être terrorisé. Okay. Donc vous pouvez faire un signalement effectivement à l'assistante sociale. Okay. Vraiment, du secteur, hein, là où habite votre amie, hein, la mairie. Vous téléphonez à la mairie pour voir dans quel secteur elle est. Mais il faut agir, il ne faut pas laisser cette jeune femme avec ses enfants comme ça. Merci de votre appel, Awena. Merci. Au revoir. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Merci à Sergio qui dit si vous cherchez un chauffeur pour l'émission itinérante, je suis votre homme. Faut être coché. Allez, il est 1h. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Laurence Gontier.